Alors, cher public, merci pour votre présence et surtout merci à vous, Philippe Descola, qui avez accepté de venir. Alors, c'est pas si simple. Vous savez, avec les grèves demain, il a accepté de ne repartir que mercredi et je crois que nous lui devons un grand merci. Alors, vous faites partie des grands intellectuels que le CML a l'honneur de recevoir. Alors, vous êtes philosophe, anthropologue, élève de Claude Lévi-Strauss. C'est une sacrée chance. Professeur au Collège de France. Vous avez étudié les relations à l'environnement, les Achuars. Alors, je ne sais pas si on dit Achuar ou Achuar. Achuar. De Haute-Amazonie pendant plusieurs années. Si vous ne l'avez pas encore fait, cher public, empressez-vous de lire Par-delà nature et culture, la composition des mondes et ethnographie des mondes à venir, qui est un livre formidable. Alors, qui est une sorte de dialogue entre vous, Philippe Descola, et Alessandro Pignocchi, auteur de BD écologiste. Voilà. Alors, votre conférence, Philippe Descola, est au cœur même de notre thème consacré au grand changement. Alors, nous le savons, nous sommes les héritiers de la philosophie grecque et des monothéismes, d'une révolution scientifique qui n'a pas dit son dernier mot, et c'est tant mieux, parce que nous allons avoir besoin de la science pour réparer ce monde abîmé. Héritier d'un capitalisme marchand débridé, l'homme a dans notre civilisation occidentale une position de surplomb, une idée bien ancrée de sa supériorité. Le reste du monde, ce qu'il appelle à tort nature, et vous nous direz pourquoi vous n'aimez pas ce terme, vous en avez trouvé un autre. Le reste du monde n'était et n'est encore que ressources à exploiter. En fait, des meubles, en somme, et c'est tout juste si nous, les femmes, n'en faisions pas partie de cette nature, entre guillemets, taillable et corvéable à merci, mais ça s'arrange, encore que, bref, passons. Bon. Cette posture de surplomb a eu pour conséquence le fait que nous sommes aujourd'hui au cœur même d'une crise écologique majeure. Les temps obscurs, c'est aujourd'hui même si certains que je connais ne veulent en voir que les lumières. Les scientifiques, depuis plus de 30 ans, tirent la sonnette d'alarme. Je pense aux conclusions du GIEC. Mais il n'y a pas que les scientifiques pour nous en parler. Il y a aussi les philosophes et les anthropologues que nous n'attendions pas forcément pour penser cette crise. Or, il faut les écouter. Alors avant que les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques, ivres de verticalité, ne laissent advenir l'irréparable, avant que, pardonnez-moi, cher Philippe Descola, de m'inspirer de votre dernier ouvrage, Ethnographie des mondes à venir, c'est-à-dire avant qu'un préfet à Poigne ne prenne le pouvoir et nous fasse le coup du tout sécuritaire, avant qu'un ministre de l'économie et des finances ne soit transformé en soupe et que, en harmonie avec les nouveaux liens qui uniraient humains et non humains, ces organes ne soient offerts à une chouette qui n'attendait que cela, je vous invite à écouter la leçon magistrale de Philippe Descola. Entre deux mondes, celui d'aujourd'hui non viable à terme et celui de demain qui pourrait être catastrophique, il nous propose un changement tel que nous donnerions à notre planète Terre et aux hommes une chance de ce qu'ils auraient toujours dû être. Je vous remercie pour votre attention. D'abord, et pour cette présentation, je vais revenir sur certains des points que vous avez abordés pour essayer de vous faire comprendre comment on peut passer dans une vie d'ethnologue spécialiste de l'Amazonie à quelqu'un qui s'est penché sur ce qu'on appelle le nouveau régime climatique. Je suis un philosophe de formation, et comme c'est le cas de beaucoup de spécialistes, de praticiens des sciences sociales en France, depuis au moins Durkheim, pas simplement des anthropologues d'ailleurs, les sociologues aussi, et il m'est progressivement apparu au cours de mes études de philosophie qu'il serait peut-être plus intéressant d'aller examiner les expériences de pensée collective telles qu'elles étaient engagées par des peuples que des expériences de pensée menées par des philosophes qui faisaient fond
d'une certaine manière, sur 2500 ans de réflexivité philosophique. Et c'est la raison pour laquelle je suis progressivement passé de la philosophie à l'anthropologie. Tous les anthropologues commencent par être des ethnographes, c'est-à-dire qu'ils vont sur le terrain pour étudier des populations auprès desquelles ils résident pendant longtemps en général, et dont ils partagent la vie quelquefois de façon très pratique. Et lorsqu'il s'est agi de choisir un terrain, l'Amazonie m'a paru un endroit très intéressant. Il ne faut pas le cacher d'abord, bien sûr, parce qu'il y a un élément d'aventure quand on a 25 ans, d'aller au fin fond de l'Amazonie pour vivre quelques années. Mais il y avait aussi des raisons intellectuelles à cela. Et parmi celles-ci, le fait que les voyageurs, les chroniqueurs qui ont décrit les populations des basses-terres d'Amérique du Sud depuis le XVIe siècle, en particulier sur le littoral du Brésil, les Tupinambas, avec des auteurs, pour certains, qui sont toujours publiés et lus, comme Tevet ou Jean de Léry, et qui ont influencé Montaigne en particulier. Ces chroniqueurs, dès le début, dès le XVIe siècle, et au fil des siècles jusqu'à il n'y a pas très longtemps, insistaient sur deux aspects de ces populations. D'une part, qu'elles étaient à peine dissociées de la nature, c'est-à-dire qu'elles vivaient sans beaucoup travailler des fruits qu'une nature généreuse leur dispensait, et d'autre part qu'ils étaient, ça c'était la version plutôt positive, la légende dorée, et la légende noire c'était de voir dans les Amérindiens des basses-terres des brutes sanguinaires, et qui donc étaient proches de la nature parce que c'était des sortes d'animaux du second rang, comme disait Buffon. Et pourquoi? Bien parce que ces populations pratiquaient allègrement la vendetta et la guerre intertribale, et dans certains cas se mangeaient les uns les autres. Et donc cette pratique qui choquait beaucoup les Européens, qui ne reculaient pour autant pas devant des cruautés inimaginables, comme Montaigne l'avait remarqué dans son fameux chapitre des essais qui s'appelle Des cannibales, où il faisait remarquer que c'était pas pire que ce que faisait l'Inquisition vis-à-vis des Juifs et des Arabes qu'elle voulait, soit qu'elle voulait convertir, soit qu'elle accusait d'être des mauvais chrétiens. Et c'est donc cette remarque qui vient comme un leitmotiv au fil des descriptions pendant plusieurs siècles qui m'avait frappé. Donc, je me disais, si tous ces observateurs depuis 5 siècles disent que les populations des basses-terres d'Amérique du Sud sont proches de la nature, il doit y avoir quelque chose derrière. Et puis l'autre aspect, c'était le fait que tous ces chroniqueurs aussi éprouvaient des difficultés à définir ce qu'était la vie sociale de ces sociétés, à pointer l'endroit où existait une société d'une certaine façon, parce que ces populations, pour certaines, vivaient en habitat dispersé, donc isolées dans des grandes maisons, n'avaient pas de chef, n'avaient pas de ce que nous appelons, nous, anthropologues, des groupes de filiation, c'est-à-dire des clans, des lignages, des groupes qui assurent une cohésion du fait que les membres de ces groupes se réclament d'un ancêtre commun. Et encore une fois, se faisaient la guerre les uns les autres. Et donc, aucune des institutions habituelles que l'on rencontrait à l'époque, à partir du XVIe siècle en Europe, n'était visible, à la différence de ce que les colonisateurs ibériques rencontraient ailleurs
dans l'Amérique qui deviendra ibérique, c'est-à-dire dans les Andes et au Mexique, où il y avait effectivement un clergé, des églises, une administration, des monarques, etc. Donc rien de semblable. Et cette combinaison m'avait paru intéressante parce qu'elle pointait vers une hypothèse. Cette hypothèse est la suivante: si la vie sociale semble difficile à identifier au sens où on la conçoit en Europe, c'est peut-être, et d'une part, et si d'autre part la nature est omniprésente, c'est peut-être que la nature fait partie de la vie sociale, autrement dit que les non-humains sont des partenaires sociaux comme les autres, et que donc la nature est intégrée à la vie sociale. C'est juste une hypothèse, et je suis parti sur le terrain pour essayer de voir si elle avait une validité. Et je l'ai fait en faisant ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire en étudiant les pratiques techniques, symboliques, au moyen desquelles une population de Haute-Amazonie socialisait la nature, puisque c'était comme ça que j'avais défini mon projet de recherche. Et avec ma compagne Anne-Christine Taylor, ethnologue elle aussi, nous sommes partis chez les Achuars en Haute-Amazonie, à la frontière de l'Équateur et du Pérou. Les Achuars sont l'une des tribus de l'ensemble Jivaro, qui est connue par le grand public pour la pratique et la réduction des têtes de leurs ennemis. Il se trouve que les Achuars étaient à la fois la dernière tribu Jivaro à avoir été contactée par des missionnaires peu de temps auparavant, donc ils avaient accepté les premiers contacts pacifiques et en même temps n'avaient jamais été étudiés. Donc ça nous a paru tout naturel, si je puis dire, d'aller passer quelques années chez les Achuars. Et là, je me suis aperçu que la façon dont je concevais mon programme de recherche, c'est-à-dire comment une société socialise la nature, était biaisée pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'avec d'autres ethnologues qui faisaient de l'ethnoécologie, si vous voulez, c'est-à-dire qui étudiaient les dimensions de gestion de l'environnement forestier dans d'autres parties de l'Amazonie, nous nous sommes aperçus progressivement que les techniques que les Achuars employaient et que d'autres populations employaient pour le cas d'autres collègues travaillant par exemple au Brésil, avaient comme effet de profondément transformer la forêt, ce qui n'est pas visible à première vue, et pour une raison bien simple, c'est que les Achuars sont des chasseurs, des cueilleurs, pêcheurs, et aussi des horticulteurs sur brûlis. L'horticulture sur brûlis, c'est une technique d'utilisation de la forêt tropicale qui est très habile, parce qu'elle consiste à ouvrir des clairières, des essarts, à brûler la végétation de façon à créer une litière de cendres et à planter dans cet essart ou ces clairières un très grand nombre d'espèces cultivées qui ont été domestiquées dans les basses terres de l'Amérique du Sud depuis 8000 ans, dont certaines se sont ensuite diffusées dans le monde entier, comme le manioc, la patate douce, les arachides, etc. Et donc à utiliser, à imiter d'une certaine façon la forêt, d'une part par la structure de la végétation plantée en plusieurs étages. Or c'est une région où les sols, l'Amazonie, où à l'exception des grands fleuves, les sols sont pauvres. Les grands fleuves drainent des terres volcaniques depuis les Andes, et donc il y a une accumulation de limon sur les terrasses, et donc là les sols sont riches, mais dans le reste d'Amazonie, les sols sont très pauvres,
Et les sols, comme c'est le cas dans beaucoup de forêts tropicales, les sols sont constitués par l'humus produit par la litière végétale. Et donc formule classique d'un écologue qui a étudié l'Amazonie, c'est un jeune arbre ne peut vivre et se développer que sur un arbre mort. Or, lorsque l'on interrompt ce processus, du fait des pluies diluviennes d'une part et de l'insolation d'autre part, les sols sont lessivés, ils sont rapidement détruits et leur fertilité baisse considérablement parce que la couche superficielle d'humus ne peut plus se renouveler. Donc l'horticulture sur brûlis, elle protège cette couche superficielle d'humus pour la culture par son étagement, qui est une sorte de modèle réduit de l'étagement de la forêt primaire, et d'autre part fait la même chose que la forêt primaire, c'est-à-dire recycle les nutriments qui sont dans la forêt primaire, la litière végétale qui va se décomposer et former de l'humus. Là, ce sont les cendres qui sont le produit de la combustion de la végétation qu'on a coupée et qui vont servir pendant une période assez brève ça dépend des zones, ça dépend des zones et ça dépend de la nature des terres, mais en général, les jardins sont abandonnés au bout de 5 ou 6 ans. Donc, cette technique, on peut remarquer d'emblée qu'elle est très efficace et qu'elle, évidemment, elle contraste considérablement avec la logique des fronts pionniers qui se sont développés dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et qui consistent à défricher en front, c'est-à-dire sans possibilité précisément de renouvellement de la forêt et qui aboutit à la destruction à terme des sols. Donc non seulement effectivement le défrichement intensif de la forêt a des effets catastrophique à bien des égards pour le climat, etc. Mais en plus, il entraîne une destruction des sols qui est irréversible et qui, en tout cas, ne peut être solutionnée qu'avec des investissements massifs en capital pour introduire des amendements qui vont profondément transformer les sols. C'est pour ça que la déforestation pose un problème non seulement général, mais aussi un problème pour les populations amérindiennes dont les terres sont spoliées par les grands propriétaires terriens qui pratiquent sur leurs terres le défrichement massif en fond de colonisation. Sur les jardins donc, autochtones, dans les jardins autochtones, les populations amazoniennes, je l'ai dit tout à l'heure, plantent un très grand nombre d'espèces. Dans un jardin hachoir, il peut y avoir jusqu'à une 50aine d'espèces différentes. Donc vous imaginez un potager combiné à un verger, avec pour certaines espèces un très grand nombre de variétés, pour le manioc par exemple, la patate douce, la banane, etc. Et en outre, les Amérindiens, et ça depuis longtemps, transplantent dans les jardins des plantes sylvestres. Ou bien lorsqu'ils essartent, lorsqu'ils défrichent une clairière, ils en laissent certaines dans les jardins. Et ces plantes sylvestres, ce sont en général des fruitiers ou des palmiers. Et si vous prenez en compte le fait que ce genre de technique s'est développé, qui combine, ou si vous voulez, la culture des plantes domestiquées au fil du temps et ce qu'on pourrait appeler de l'agroforesterie, s'est développé au fil des siècles et des millénaires, ça veut dire que les plantes qui ont été transplantées, les plantes sylvestres qui ont été transplantées dans les jardins, vont au bout d'un certain temps avoir une diversité plus élevée que si ne s'était rien produit. Autrement dit, le résultat de cela, c'est que ces plantes sylvestres se conservent mieux au moment de la reforestation, lorsqu'il y a une colonisation par les plantes sylvestres des jardins, que les plantes cultivées. Et donc, le résultat de tout cela, c'est que l'Amazonie est en partie une forêt anthropogénique, c'est-à-dire que sa composition floristique a
a été transformée au fil du temps par ce processus. Et le résultat, c'est que le nombre de plantes, la densité des plantes utiles aux humains est beaucoup plus élevée dans les régions où il y a eu une occupation ancienne de la forêt, par des Amérindiens, bien sûr. Donc, le résultat de ce processus, le fait que la forêt soit en partie anthropogénique, donc il faut éliminer un préjugé, la forêt vierge, ça n'existe pas. C'est une forêt donc, qui a été très largement transformée par les humains, par les Amérindiens, sans pour autant, en augmentant sa production, si vous voulez, puisque ça veut dire que le nombre d'espèces utiles aux humains est considérablement supérieur maintenant à ce qu'il était il y a, disons, 8000 ans. Ceci suppose que on ne peut pas imaginer l'adaptation de façon simpliste, comme je le faisais moi-même au moment de partir, c'est-à-dire en imaginant qu'on a d'un côté une société, de l'autre un écosystème, et que cette société va s'adapter à un écosystème en développant des techniques de socialisation, à la fois techniques matérielles et des techniques symboliques, hein, c'est des représentations, pour tirer le meilleur profit de cet écosystème. En réalité, cet écosystème, il est constitué, il est fabriqué depuis des millénaires comme une niche écologique, ce qui est le cas de beaucoup d'organismes hein, qui fabriquent la niche écologique au sein de laquelle ils vivent. Et cette niche écologique, elle est transmise et amplifiée et améliorée au fil des générations par les Amérindiens. Ce qui implique, par exemple, et je l'ai dit tout à l'heure, que la monstruosité de la destruction de l'Amazonie par les fronts pionniers, qui fait que ce que l'on détruit, ce n'est pas uniquement une forêt vierge et un puits de carbone, ce sont des paysages anthropiques qui ont été développés au fil des millénaires par les Amérindiens. Donc c'est comme si on détruisait le bocage normand pour faire des plantations de monospécifiques, par exemple de pin, ce qu'on fait dans d'autres régions de France, mais pas dans le bocage normand. Ça, c'est un premier aspect qui rendait difficile d'imaginer que cette société socialisait la nature, une nature qui lui était extérieure, puisque en fait cette nature, elle l'avait en partie constituée au fil du temps. Deuxième aspect, qui est devenu évident lorsque ma compagne et moi avons commencé à comprendre la langue que parlaient les Achuas, ça a pris quand même un certain temps, presque un an, et c'était un an qui était principalement occupé à des études assez techniques, comme de mesurer la taille des jardins, examiner leur productivité, à faire des recueils botaniques et des choses comme ça, qui permettaient de tromper notre impatience. Et lorsqu'on a commencé à comprendre ce que les gens disaient, on s'est aperçu à ce moment-là que les non-humains, les animaux, les plantes, les esprits étaient perçus comme des partenaires sociaux de type humain avec lesquels les Amérindiens, les Achuas, engageaient des rapports à tout moment. Alors ces rapports, ils prenaient deux formes spectaculaires, enfin en tout cas très nettes. C'est les rêves. C'est une société où on se lève très tôt le matin avant le lever du jour pour discuter des rêves de la nuit. Et ces rêves sont de deux types. Il y a des rêves de type propitiatoire qui sont des rêves qu'on peut analyser par les techniques oniromanciques classiques hein, et qu'on trouve dans le monde entier, c'est-à-dire ce sont en général il y a une sorte de grammaire, par exemple l'inversion des milieux, c'est-à-dire que si on a rêvé qu'on allait pêcher, c'est un bon signe pour aller chasser en fait, et vice-versa. Ou si l'on a rêvé que l'on rencontre une troupe d'ennemis, c'est un bon signe du fait que l'on va rencontrer une troupe de pécaris, c'est-à-dire des cochons sauvages, des sangliers. Donc ça, c'était des techniques standards. Puis il y avait un autre type de rêve qui était de nature un peu différente, puisque c'était la visite
d'un non-humain sous forme humaine qui venait délivrer un message. Alors c'était soit des plantes, soit des animaux qui s'adressaient aux rêveurs. L'idée étant, qui est assez commune dans le monde entier, que lors des rêves, l'âme, l'esprit, l'intériorité, la subjectivité des personnes se libère des contraintes physiques et peut rencontrer de personne à personne des non-humains qui, en temps ordinaire, nous apparaissent sous leur forme non-humaine, sous leur forme animale ou sur leur forme végétale. Et permet donc d'échanger avec eux. Et la plupart du temps, ces rêves étaient des rêves de négociation, par exemple, dans lesquels, par exemple, une plante cultivée venait délivrer un message à une femme, puisque ce sont surtout les femmes qui cultivent les jardins, pour lui demander par exemple, un plant de manioc qui se plaignait. C'est la première fois que j'ai découvert ça en discutant un matin avec une femme. Un plant de manioc qui se plaignait, qui se présentait comme sous l'allure d'une jeune fille, et qui se plaignait d'avoir été planté trop près d'une plante qui est un pesticide, c'est-à-dire c'est une racine dont on se sert pour pêcher. Et c'est un poison, mais ce n'est pas vraiment un poison en ce sens que ça modifie la tension superficielle de l'eau et les poissons s'asphyxient. Mais c'est quand même une plante toxique. Et donc elle se plaignait d'être empoisonnée par sa maîtresse, par sa mère, en ayant été plantée trop près de cette plante toxique. Ou bien c'est un chasseur qui va discuter avec un singe laineux, par exemple, qui va lui donner rendez-vous le lendemain. Et ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de complaisance qui va permettre au chasseur d'aller repérer l'endroit où le singe laineux l'attend pour, bien sûr, le chasser, le tuer, le manger. Donc les non-humains étaient perçus comme des personnes. Et le terme en Alchois, Eins, que je traduis par personne, désigne tous les êtres qui sont dotés d'une intériorité, d'une âme, d'une subjectivité avec lesquels on peut communiquer dans les rêves ou bien en leur chantant des incantations. Et ça, c'est le deuxième. Donc il y a des personnes humaines et des personnes non humaines, mais qui sont englobées à l'intérieur du même terme. Et le deuxième moyen d'entrer en contact avec les personnes non humaines, comme je le dis, ce sont ces incantations qui sont chantées mentalement, qui s'appellent des Annent, et qui sont des discours de l'âme, en quelque sorte, qui s'adressent directement à l'âme des interlocuteurs, qu'ils soient humains ou non humains. Si ce sont des humains, c'est parce qu'ils sont éloignés, et donc on essaye d'influer sur leur comportement par ce discours de l'âme. Ou bien, si ce sont des non-humains, on les incite à faire des choses qui sont dans l'intérêt des humains. Il existe un répertoire énorme d'Annent pour toutes les circonstances de la vie, et notamment pour toutes les circonstances des rapports entre humains et non-humains. Donc le fait que ce que moi j'appelais la nature en partant était en réalité un ensemble de personnes non humaines avec lesquelles les Alchois entretenaient des rapports de partenariat quotidien, rendait cette idée de nature quand même un peu étrangère. Et lorsque je suis revenu, que j'ai fait ma thèse, je me suis fixé comme programme de recherche au fil des années d'essayer de comprendre comment les humains, d'abord en Amazonie et puis dans d'autres régions du monde, conçoivent cette forme particulière de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains que j'avais observé chez les Alchois, et d'en faire une théorie comparative, ou en tout cas de me pencher sur les différentes expressions que les ethnographes avaient données. Et cette théorie comparative, je l'ai fixée par un terme pour désigner la façon dont les Alchois concevaient les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains,
Et ce que j'observais par ailleurs dans la littérature ethnographique dans d'autres régions du monde, et notamment en Amazonie, j'ai ressuscité un terme qui était tombé en désuétude, voire en discrédit, qui est le terme animisme, qui a été forgé à la fin du XIXe siècle par Taylor et utilisé beaucoup par les ethnographes, et dans un sens un peu vague. Le sens que je lui ai donné, fondé sur l'observation d'un très grand nombre, enfin l'observation d'abord d'un cas qui a été pour moi fondamental, qui est celui des Achuars, et ensuite les lectures que j'ai faites de l'ethnographie de populations qui semblaient présenter les mêmes traits que les Achuars dans le nord de l'Amérique du Nord, population autochtone bien sûr, de l'autre côté du détroit de Bering, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie. L'animisme était définissable pour moi par le fait de déceler dans des non-humains une intériorité analogue à celle des humains. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous, parfois sans y penser, à un moment ou à un autre de notre existence, dans nos rapports avec des non-humains, que ce soit des animaux, que ce soit des artefacts, non pas en leur prêtant de façon théorique et réfléchie une intériorité, mais en se comportant avec eux comme s'ils avaient une intériorité. Ça nous arrive à tous de parler à un chat, un chien, un rosier, un cactus, etc., ou à notre ordinateur lorsqu'il lâche au pire moment. Donc c'est quelque chose d'assez normal, mais nous ne le faisons pas de façon systématique, c'est simplement ça nous échappe par moment, alors que les Achuars ou les animistes en général le font de façon systématique. Et à cela, il y a quelque chose que les Achuars et les animistes en général ajoutent, c'est l'idée que chaque forme de vie a des dispositions physiques qui lui permettent d'avoir accès à des mondes particuliers. Autrement dit, le monde, et ça aussi c'est assez plausible, c'est-à-dire que le monde d'un chat n'est pas le monde d'un poisson, même si à l'occasion le chat peut espérer attraper le poisson et le manger, qui n'est pas non plus le monde d'un oiseau, même rapport entre le chat et l'oiseau, etc. Parce que chaque forme de vie a des régimes alimentaires, des techniques de prédation, ou en tout cas de formes de s'alimenter, des moyens de locomotion, etc., qui diffèrent. Et donc le monde est compartimenté en différents mondes qui sont autant de mondes qui sont le prolongement des outils biologiques de chaque forme de vie. Ça, c'est une conception que les animistes ont développée, qui est là aussi fondée sur l'observation éthologique, et qui avait d'ailleurs été mise en évidence par un grand éthologue dans les années 30 qui était Jacob von Uexküll, qui avait développé cette théorie justement du comportement animal. Et c'est la combinaison des deux qui caractérise la façon dont les animistes perçoivent les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains. Ils perçoivent des continuités, mais ce sont des continuités cognitives et morales. Et ils perçoivent des discontinuités, mais ce sont des discontinuités physiques entre les formes de vie. Et là, évidemment, c'est exactement l'inverse de ce que j'avais amené dans ma besace conceptuelle d'anthropologue, parce que c'était exactement l'inverse de ce que j'avais appris à l'école et de ce que les formes les plus communes de conception de la nature nous proposent depuis quelques siècles, à savoir que ce sont au contraire pour nous, occidentaux, modernes, les humains qui se distinguent des non-humains par le fait qu'ils ont des capacités cognitives et morales qui les font différer des animaux, et d'autre part, les humains ne sont pas différents des non-humains du point de vue de leur dimension physique. C'est quelque chose qu'on perçoit déjà dans la théorie des animaux-machines de Descartes.
les êtres vivants sont comme des machines dont on peut analyser les composantes, répondent aux mêmes lois physiques. Et cette idée s'est développée à partir du XVIIe siècle, n'a fait que croître jusqu'à le développement de la biologie au XIXe siècle. Donc là aussi, on a continuité et discontinuité entre humain et non humain, mais les frontières passent exactement à l'inverse de là où elles passent chez les animistes. Et donc ce premier contraste m'a incité à poursuivre dans l'étude de ces rapports de continuité et de discontinuité entre les animistes d'un côté et ce que j'ai appelé par la suite les naturalistes, c'est-à-dire nous, les occidentaux modernes, qui croyons à la nature, c'est-à-dire, en fait, on est moderne parce qu'on pense que la nature existe, totalité qui nous est extérieure, et qui peut servir à la fois de ressource, d'objet de dilection esthétique, de symboles, etc. Et en poursuivant mes recherches sous la forme de l'enseignement, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de faire de la recherche qu'en l'enseignant, c'est-à-dire de découvrir en enseignant des choses nouvelles, pour soi-même, évidemment pour les autres, et en les discutant dans le cadre de séminaires avec des étudiants. Donc en poursuivant ce travail d'investigation, je me suis aperçu qu'il y avait deux autres modalités de rapport entre de discontinuité et de continuité entre humain et non humain, dont l'un était connu par des anthropologues depuis longtemps, mais sous une forme un peu différente de celle que j'ai abouti à définir, qui est le totémisme. Le totémisme, c'est cette idée que les savants, anthropologues, sociologues, Durkheim a consacré son livre Les formes élémentaires de la vie religieuse essentiellement au totémisme. Les intellectuels, disons, puisque Freud, Totem et Tabou, est fondé aussi sur une interprétation du totémisme, c'est-à-dire sur la lecture des informations ethnographiques que les premiers ethnographes de l'Australie avaient rapportées à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui semblaient introduire une dimension bizarre dans la pensée humaine, à savoir l'idée que des gens puissent croire descendre d'animaux. Et ça paraissait difficile à imaginer, donc on a inventé toutes sortes de théories subtiles pour essayer de faire face à ce qui semblait être une sorte de scandale logique. Un scandale logique qui était d'autant plus important que précisément la fin du XIXe siècle a été le moment où on a véritablement fait une différence très nette entre les sciences de la nature et les sciences de la culture, essentiellement en Allemagne, avec des gens comme Dilthey ou Rickert. Et donc, il s'agissait de résoudre ce scandale, et on a pour cela inventé toutes sortes de théories, certaines très intéressantes d'ailleurs. Et ce scandale était fondé en fait sur une chose assez simple, à savoir que nous, en Occident, notamment depuis Aristote, on a tendance à considérer que les ressemblances entre les êtres sont des ressemblances de forme. Or, le totémisme, il est fondé non pas sur une ressemblance, pas tant sur une ressemblance de forme que sur une ressemblance beaucoup plus abstraite de qualité. En effet, les groupes totémiques en Australie sont composés d'humains et de non-humains qui sont issus ou qui sont des copies ou des incarnations, si vous voulez, d'êtres prototypiques qui sont apparus à un certain moment en Australie, surgis des entrailles de la Terre, et qui ont laissé des traces dans l'environnement, dans le milieu, qui représentent les aspects topographiques des milieux tels qu'on les voit actuellement. Un être qu'on appelle Python s'est déplacé dans le désert et a laissé la trace d'un oued, par exemple, qui reflète donc la présence encore dans
dans ce lieu de ce prototype totémique. Et tous ces êtres ont fini par disparaître après avoir connu toutes sortes d'aventures, assez souvent les uns avec les autres, se comportaient comme des humains, puisqu'ils faisaient la cuisine, ils chassaient, ils bivouaquaient, ils se déplaçaient dans l'espace, ils faisaient l'amour, enfin, ils faisaient toutes les choses que font les humains. Mais en même temps, ils avaient des noms, pour la plupart, des noms d'animaux. C'est pas exclusivement des noms d'animaux, mais la plupart des noms de totems sont des noms d'animaux. Et ces noms d'animaux, en fait, c'est un linguiste qui a trouvé la solution en examinant les noms d'animaux, examinant les noms de totems en Australie. C'est que ces noms d'animaux ne sont pas des noms d'animaux, ce sont des noms de qualité dont on se sert pour désigner des animaux. Autrement dit, au premier chef, quand on dit kangourou, il ne s'agit pas d'un nom d'une espèce, il s'agit d'un nom d'une qualité, et c'est le sautillant par exemple. Et le sautillant va désigner à la fois un animal, un ancêtre totémique, et une qualité principale que vont partager tous les humains et les non-humains de ce groupe totémique. Autrement dit, on a ici quelque chose qui, par rapport aux deux premières formules que sont l'animisme et le naturalisme, est original parce que là, il n'y a que des continuités entre humains et non-humains à l'intérieur d'un groupe totémique, mais il y a des discontinuités entre chaque groupe totémique, parce que chaque groupe totémique va avoir des qualités particulières qu'il va partager entre humains et non-humains. Et puis la dernière formule, c'est une formule qui en fait nous est très familière parce qu'elle remonte à notre propre passé et elle subsiste encore ça et là dans notre régime naturaliste. C'est l'idée que le monde est composé d'une infinité d'éléments. Ces éléments, du fait de l'hétérogénéité qu'ils représentent, doivent être appariés, ou en tout cas qu'on doit trouver en eux des correspondances. Entre eux, des correspondances, et ceci se fait par le raisonnement analogique, et c'est pour ça que j'ai appelé cette formule l'analogisme. Alors le raisonnement analogique, il est universel, mais dans le cas de l'analogisme, il est très systématique. C'est notre passé, quand je dis notre passé, c'est le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance inclus, c'est évidemment l'Antiquité, mais c'est aussi les civilisations de l'Extrême-Orient, c'est une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est les Andes et le Mexique autochtone jusqu'à présent. Et c'est l'idée qu'il y a des correspondances qui donnent sens au monde entre des éléments d'apparence très diverses. Alors, une application deux applications très caractéristiques qui nous sont familières parce qu'elles font partie de notre passé il n'y a pas si lointain, c'est ce qu'on appelle en médecine la théorie des signatures, c'est-à-dire le fait que des éléments physiques, biologiques qui présentent une analogie avec un organe malade doivent être utilisés, une analogie physique, hein, c'est donc telle ou telle plante ou telle racine qui va ressembler à telle ou telle partie du corps malade sera un remède pour cette maladie, donc correspondance de forme. Une autre forme de correspondance qui est très caractéristique, qui nous est encore d'une certaine façon familière, c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme, c'est-à-dire l'idée que certains des éléments du cosmos sont en écho, en résonance avec des éléments du corps humain qui est vu comme un monde en miniature, comme un cosmos en miniature. Donc des signes du zodiaque avec telle ou telle partie du corps, ou bien tel ou tel élément, puisque les régimes analogistes sont obsédés par les éléments, c'est-à-dire le fait que la terre, l'air, le feu, l'eau, alors ça dépend des régimes analogistes, il y en a où on ajoute le fer ou le bois, etc. C'est-à-dire que le monde est décomposable en éléments qui ont des relations les uns avec les autres. Ça, cette formule-là, encore une fois, elle est très commune et elle nous est familière parce que
le fait de consulter un horoscope, par exemple, est une sorte de rémanence d'un passé analogiste qui n'a pas disparu. Donc 4 formules qui sont autant de façons pour des humains de composer des mondes en détectant dans les éléments du monde des traits saillants, des êtres pertinents ou pas, qui vont être combinés les uns avec les autres, ou perçus même à partir de filtres que j'appelle des filtres ontologiques, parce que quand on parle d'ontologie, on parle du mobilier du monde, de l'ameublement du monde. Ça veut dire quelles sont les choses dont un monde est composé. Notre monde, depuis pas très longtemps, et bien que la plupart d'entre nous ne sachions pas exactement ce que c'est, notre monde est composé de particules élémentaires, dont certaines ont été découvertes il n'y a pas très longtemps, comme les muons ou les bosons de Higgs, par exemple. Ils l'ont été par des systèmes de détection très complexes qui permettent de saisir des traces de leur existence. Et l'ameublement des Achuar, il n'est pas composé de particules élémentaires, il est composé d'esprits dont ils ont des techniques de détection aussi, qui sont aussi fines et précises que les grands collisionneurs comme celui du CERN à Genève, et qui, du fait de ce qu'ils ont entendu au fil du temps dans leur socialisation, leur permettent, dans certaines circonstances, d'identifier certains signes comme étant des signes de présence d'un esprit. Autrement dit, chacun d'entre nous compose des mondes qui lui sont propres, du fait de notre propre biographie, des milieux physiques et culturels dans lesquels nous avons été éduqués, et du fait de cette accoutumance que nous avons à détecter certains aspects du monde, du fait de ce que nous avons entendu au cours de notre socialisation, nous composons des mondes particuliers, mais ces mondes sont coïncidents pour beaucoup d'entre nous, parce que nous avons reçu le même type d'éducation, donc on peut parler d'une culture peut-être européenne, même s'il est difficile d'en parler en termes très généraux, mais qui est fondée, en tout cas chez les naturalistes en particulier, par exemple sur la dissociation entre les conventions culturelles et sociales d'un côté et les récurrences ou les régularités naturelles de l'autre. Et cette façon de voir les choses permet d'échapper à quelque chose qui est assez gênant pour les anthropologues, à savoir le fait qu'on distinguerait d'un côté entre un monde qui serait identique pour tous, et puis autant de visions du monde qui seraient autant de perceptions culturelles spécifiques de ce monde, la plupart d'entre elles étant intéressantes et donc susceptibles d'être étudiées par les anthropologues, mais fausses, parce que contraires à ce que les lois de la nature nous enseignent. Et donc on aurait un monde dont les lois seraient dévoilées par la science d'un côté, et puis autant de manifestations différentes, et c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est ce qu'on appelle ordinairement la diversité culturelle. Or, en faisant un pas de côté et en concevant les mondes comme étant composés à partir d'éléments disparates, mais structurés par des filtres ontologiques qui sont le produit de l'éducation, on évite cela parce que on prend le parti de dire que chacun d'entre nous et chaque collectif, en quelque sorte, construit des mondes qui lui sont propres, et ces mondes sont autant de façons de percevoir des éléments d'un vaste monde qui existe sans doute, bien sûr, c'est-à-dire d'un ensemble d'êtres, de relations, de processus, etc., mais dont nous ne connaissons qu'une infime partie, et donc on peut penser d'ailleurs que nous ne connaîtrons jamais la totalité parce que l'espèce humaine aura disparu avant que cette enquête soit terminée.
Alors, pourquoi est-ce que cette façon de concevoir les choses a un effet sur la manière de percevoir le nouveau régime climatique? Le nouveau régime climatique, c'est une expression que mon ami Bruno Latour, qui a disparu il y a quelques mois, employait pour désigner au fond les effets du réchauffement climatique, non pas pour dire que c'est la clé en quelque sorte du nouveau régime d'existence dans lequel nous sommes entrés, parce que la perte de la biodiversité, qui est en partie l'effet aussi du réchauffement climatique, y joue un rôle aussi, de même que la pollution par des déchets, en particulier industriels. Mais ce nouveau régime climatique, il a comme effet d'infléchir le naturalisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une séparation nette entre le monde des non-humains et le monde social, en ce sens que nous sommes devenus, nous humains, selon la logique de l'Anthropocène, des forces physiques qui sommes en train de transformer le monde. Et avec des effets évidemment catastrophiques. Alors je parle de l'Anthropocène en soulignant bien que le terme n'est probablement pas approprié, parce que Anthropocène, c'est l'anthropos, c'est l'humain. Or, tous les humains ne sont pas responsables de l'Anthropocène, les Achuars ne sont pas responsables de l'Anthropocène, et la plupart des populations autochtones non plus, même s'il a pu leur arriver, dans certaines circonstances, d'utiliser leur milieu de vie de façon excessive, en le transformant, etc. L'anthropisation de la planète est un phénomène qui a au moins 200 000 ans. Et donc, s'il y a quelque chose qui a fait basculer cette anthropisation par le réchauffement climatique, c'est pas l'humain en général, c'est un système. C'est un système qui a commencé à se développer à partir de la révolution industrielle, qui est à la fois un système technique et un système politico-économique, qui est le capitalisme industriel, et qui s'appuie au fond sur le naturalisme tel que je l'ai défini. Le naturalisme, il émerge dans les images. C'est une des choses que j'ai essayé de montrer dans un livre sur l'anthropologie de la figuration qui s'appelle « Les formes du visible », où j'essaye de montrer que dès le XVe siècle, les traits les plus caractéristiques du naturalisme, à savoir d'une part la singularité absolue de l'espèce humaine, et d'autre part le fait que le monde est animé par des lois, se décèlent dans les images, avant même que cela soit thématisé par le discours au XVIIe siècle, dans ce qu'on a coutume d'appeler la révolution scientifique ou la révolution mécaniste. Eh bien, le naturalisme est la condition de possibilité du capitalisme industriel, c'est-à-dire que le naturalisme nous apprend à voir dans les non-humains des systèmes de ressources qui sont à mettre au service des humains, et donc à développer cette idée qui est caractéristique du naturalisme, à savoir que le monde qui nous est extérieur à nous humains est quelque chose que nous pouvons utiliser à notre profit, et que c'est une source illimitée de richesse et de profit. C'est une idée qui est tout à fait bizarre lorsqu'on la met en regard de ce que les anthropologues et les historiens ont pu montrer pour d'autres civilisations, parce qu'elle dédouane les humains, en tout cas les humains qui sont engagés dans ce système, de toute responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Ça n'est que depuis très récemment que, par des conventions internationales, les humains, les humains dominants dans ce système, c'est-à-dire ceux qui
sont les porte-parole du capitalisme industriel, se sont rendus compte qu'ils avaient une part de responsabilité dans la façon dont les choses avaient tourné, alors que partout ailleurs, les humains, en particulier dans les 3 autres régimes que j'ai évoqués tout à l'heure, dans l'analogisme, l'animisme et le totémisme, les humains se sentent responsables du bon état, de la santé, du milieu dans lequel ils vivent et des non-humains dont ils partagent l'existence et les territoires. Ce n'est pas une sacralisation, ça veut dire que, je disais tout à l'heure, lorsque un chasseur hachoir rêve d'un singe laineux, il le traite comme un alter ego, ce qui ne va pas l'empêcher de le chasser, de le manger. C'est-à-dire que les partenaires, ce sont des gens que l'on traite sur un pied d'égalité, mais dont néanmoins, dans certaines circonstances, on est contraint à se servir d'eux pour s'alimenter. Donc c'est complètement différent de l'idée que le monde extérieur étant complètement dépourvu de toute intériorité, il peut servir à satisfaire tous les besoins des humains. Et donc une façon de réagir à cela, d'abord c'est de prendre conscience du caractère exceptionnel du naturalisme dans l'histoire de l'humanité, même si le naturalisme, sous la forme que j'ai décrite, s'est étendu à toute la planète par l'intermédiaire d'abord du colonialisme et ensuite de la diffusion des idées et des marchandises par la globalisation. Néanmoins, c'est une façon tout à fait exceptionnelle de concevoir les rapports entre humains et non-humains. Il faut déjà prendre conscience de cela pour essayer d'envisager des façons de sortir de cette chose trappe dans laquelle l'humanité, une partie de l'humanité a engagé toute l'humanité, parce que, encore une fois, ce n'est pas toute l'humanité qui est responsable de cela. Alors, une façon de sortir de ce cul-de-sac suicidaire, on l'envisage avec Alessandro Pignocchi dans ce livre qu'on évoquait tout à l'heure, de 2 façons. D'abord en essayant de prendre au sérieux les enseignements que l'anthropologie et l'histoire nous apportent sur les différents choix que des peuples ont fait au cours du temps pour, au fond, se relationner avec les humains, entre les humains et les non-humains. Ces choix, alors c'est toujours difficile d'employer l'expression de choix parce que ça suppose un choix conscient. C'est en tout cas des alternatives, des options qu'on a tendance à ne pas considérer du fait de l'évolutionnisme implicite qui continue à nous animer. L'évolutionnisme au sens d'une théorie de l'histoire, qui s'est développée avant l'évolutionnisme biologique et qui n'a qu'un rapport lointain avec l'évolutionnisme biologique, qui naît au XVIIIe siècle avec Turgot, avec Condorcet, et qui suppose que les humains ont traversé différentes étapes au cours de leur histoire et que ce mouvement est inéluctable. Alors qu'en réalité, lorsque l'on regarde les modes de vie des populations que l'on peut reconstruire par l'archéologie et la préhistoire, ou sur lesquelles l'anthropologie et l'histoire nous donnent des informations, on s'aperçoit que les choix sont toujours là et que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de bifurcation qui ne sont jamais automatiques et qui a engagé des populations dans des voies extrêmement différentes. Et autrement dit, on a là non pas un ensemble de recettes pour penser l'avenir, on a là un tremplin pour stimuler l'imagination sur des formes différentes de s'organiser
qui ont été efficaces à un certain moment dans un certain milieu physique pour certaines personnes, et dont on peut imaginer que certains éléments pourraient nous permettre de nous développer, enfin en tout cas de nous, non pas de développer, le terme n'est pas très adéquat, en tout cas de vivre dans une relation symbiotique avec des milieux qui soient moins destructifs que celles que nous connaissons à l'heure actuelle. L'autre voie que nous avons développée dans ce livre, c'est celle de communautés alternatives qui nous paraissent intéressantes. J'étais très frappé d'entendre, ce sont les ZAD, hein, tout simplement, les zones à défendre, et j'étais très frappé d'entendre ces jours derniers des politiciens de droite dire le Sénat c'est pas la ZAD, ou telle chose c'est pas la ZAD, sous-entendu la ZAD c'est le bordel, etc. En fait, les ZAD, pour autant que j'ai eu l'occasion de les fréquenter, ce sont des endroits qui sont fondés sur une délibération permanente à l'avenir commun. C'est-à-dire que c'est exactement le même système de délibération que celui du Sénat, dans lequel les prises de parole sont réglées, dans lesquelles la démocratie, qui n'est plus une démocratie représentative mais participative, puisque tout le monde a droit de parole, est maintenue de façon sourcilleuse, et donc à l'inverse de la caricature que des politiciens de droite ont voulu propager. Ces communautés alternatives, elles sont intéressantes, pas simplement pour leur mode de fonctionnement que je viens de décrire, pas simplement pour leur idéal de vivre dans un monde qui soit plus un monde productiviste et consumériste, mais dans lequel chacun prend soin de chacun, mais plus généralement dans l'identification profonde, ça m'a beaucoup frappé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, entre les occupants, les habitants humains et non humains d'un territoire. Autrement dit, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et d'autres ZAD en France, qui sont des militants politiques qui au départ n'avaient pas d'incohérence particulière avec les milieux où ils se sont installés, comme le bocage du pays de Nantes pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ont développé au fil du temps une identité profonde avec certains des humains et des non-humains qui d'abord vivaient là, puisque ce sont, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, des paysans qui ont demandé du renfort au moment du grand projet d'aéroport pour lutter contre la transformation de ce bocage en un aménagement pharaonique, et d'autre part les non-humains, c'est-à-dire avec des plantes et des animaux qui sont caractéristiques de ce milieu, qui est un bocage avec des zones humides, et vis-à-vis desquels les occupants humains qui sont venus rejoindre la ZAD n'avaient pas, encore une fois, d'affinité particulière. Et donc c'est créé assez rapidement cette identité profonde, de telle sorte que la formule que vous avez sans doute entendue des zadistes, à savoir nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, est devenue quelque chose qui va au-delà du slogan et qui caractérise l'attitude de ces humains vis-à-vis d'un milieu qui les accueille et qui de ce fait a besoin d'une action humaine pour être défendu. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis tout prêt à répondre à vos questions, bien sûr, pour préciser tel ou tel point que vous jugerez nécessaire.
exposé de quelque chose qui est quand même un peu exceptionnel, nous, naturalistes. Il semblerait que les naturalistes nous emmènent à notre perte. Mais quelles sont les recettes que nous pourrions trouver chez les animistes, les analogiques ou les totémistes qui puissent être utilisables par les mauvais naturalistes qui courent à leur perte? Proposition de recettes. Alors, c'est pas des, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des recettes transposables immédiatement, c'est une stimulation. Je vais en donner des exemples dans des luttes autochtones, parce que c'est là qu'on voit le plus clairement le contraste qu'il y a entre les conceptions du territoire, par exemple, de populations autochtones qui peuvent être rangées dans ces trois formules que j'ai évoquées, et puis le rouleau compresseur de la spoliation territoriale et de l'expropriation du capitalisme industriel, essentiellement par l'intermédiaire des industries extractives. Une population de l'Amazonie équatorienne est venue à la COP21 en 2015 pour demander, ça s'appelle Sarayaku, qui est un peu au nord des hachoirs de l'Équateur où j'ai passé quelques années, et est venue donc à la COP pour demander la légalisation de son territoire en employant des arguments qui sont très intéressants parce qu'ils diffèrent de ceux qui sont employés pour attester au fond du bien fondé de la possession d'un territoire. Et cet argument, c'était de dire que sur ce territoire s'étaient développées des relations matérielles et spirituelles tout à fait singulières entre humains et non-humains. Ce qu'il fallait protéger, ce n'était pas tant le territoire, enfin il ne le disait pas comme ça, mais c'était l'idée, ce n'était pas tant le territoire que la condition de possibilité renouvelée et maintenue de ces relations entre humains et non-humains. Et pour que la relation soit protégée, il fallait évidemment protéger le lieu où ces relations se déployaient. Et ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est qu'ils n'ont pas fait valoir la protection contre la spoliation, par exemple, alors que le danger était bien réel, parce qu'il y avait des compagnies pétrolières qui avaient commencé des prospections autour du territoire. Ils n'ont pas fait jouer non plus l'idée d'autochtonie, c'est-à-dire le fait que ce territoire est à nous parce que nos ancêtres ont toujours habité là, parce que c'était faux de toute façon, c'est-à-dire que dans cette région d'Amazonie, les populations ont beaucoup bougé, et donc c'est difficile d'invoquer l'autochtonie, comme c'est le cas dans beaucoup de régions du monde d'ailleurs, où les populations bougent, et l'autochtonie n'est pas en soi, si vous voulez, une garantie nécessaire et suffisante pour justifier l'occupation d'un territoire. Ça, c'est un exemple, par exemple, dans lequel c'est une communauté animiste, si vous voulez, qui fait valoir un droit animiste sur un territoire. Il y a quelques années, l'UNESCO m'avait demandé de réfléchir à la façon de définir d'une façon un peu renouvelée les parcs naturels, les réserves naturelles. Et j'avais donc fait un petit rapport pour eux, qui a été évidemment immédiatement remisé dans un tiroir, et qui faisait valoir l'idée que des parcs naturels ne devaient pas simplement être créés avec des arguments naturalistes, c'est-à-dire on fait des puits de carbone, on préserve la biodiversité, etc., mais qu'il fallait prendre aussi en considération la façon dont les populations qui occupaient ce territoire concevaient les spécificités de ce territoire. Et donc il pouvait y avoir, en conjonction avec des arguments naturalistes, des arguments animistes ou totémiques pour protéger un territoire. C'était un peu trop, y compris par des gens bienveillants, pour
une remise en cause du naturalisme qui était insupportable au fond. J'ai eu des expériences du même ordre avec l'UICN, donc de ce point de vue-là, il y a peu à attendre. Une autre lutte autochtone, c'est celle qui a eu lieu il y a quelques années dans les Andes du Pérou contre une mine, contre un projet de mine d'une multinationale. Ce sont des mines dans cette région du monde par décapage, c'est-à-dire on décape, c'est des mines, en l'occurrence c'était une mine de cuivre, et qui évidemment aurait complètement détruit le bassin versant et la montagne où était situé le minerai, et les habitants de la zone de Cusco où se situait devait se créer cette mine ont fait une manifestation dans laquelle ils parlaient pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, nous sommes la montagne, nous ne défendons pas la montagne, nous sommes la montagne qui se défend. Et là, c'était véritablement très net, c'est-à-dire la montagne était vue comme un membre du collectif, en même temps que des lacs, les troupeaux de lamas, les champs de pommes de terre, etc. Comme nous concevions nous-mêmes, je dis nous, Européens et Français, pendant le Moyen-Âge, les différents éléments d'un collectif socio-cosmique hiérarchisé, et les humains s'étaient donnés comme mission de défendre un élément menacé de ce collectif au sein duquel cohabitaient des humains et des non-humains. C'est deux exemples, par exemple. Je pourrais prendre des exemples australiens aussi, mais voilà. Dans la même ligne d'idée, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'accorder la personnalité juridique au sens occidental du terme, droit français ou droit canadien, que sais-je, à des animaux ou à des montagnes ou à des fleuves, comme on le voit en Nouvelle-Zélande, en Inde ou en Amérique latine, je crois? Alors, il faut être très précis quand on parle de droit de la nature, comme on le fait assez souvent, qui est une façon un peu générale de parler de ces droits. Ceux qui me paraissent véritablement les plus intéressants sont les droits conférés à des milieux de vie. La personnalité juridique conférée à des milieux de vie, comme le cas que vous évoquiez de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, la Magpie au Québec, la Trato en Colombie, qui sont des bassins versants en général, à qui on donne une personnalité juridique qui leur donne le droit de se défendre devant des tribunaux représentés par des gardiens dont on va définir au fond les capacités juridiques de représentation. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que par rapport à d'autres formes de droits conférés à des non-humains, je pense à des droits. Il y a eu un projet qu'on a appelé le Great Ape Project, qui a été lancé par Singer, le philosophe du monde animal, et Reagan il y a quelques années, et qui proposait de donner des droits à certaines espèces pour deux raisons. D'une part, du fait de leur ressemblance du point de vue de leur capacité sensible avec les humains, et d'autre part, du fait de leur capacité cognitive, disons. Et donc ça a inclué, bien sûr, plusieurs espèces de singes, de grands singes notamment, et pour ça, d'où le titre du projet, le Great Ape Project, mais aussi des baleines, des cachalots, etc. Et cette façon de procéder, elle continue à être fondée sur l'individualisme, c'est-à-dire les humains, c'est-à-dire en fond la
la théorie juridique de l'individualisme qui se développe dans la philosophie politique au XVIIe et au XVIIIe siècle et qui fonde la liberté sur la capacité des humains à se posséder eux-mêmes. Or, d'une certaine façon, ça introduit dans les rapports entre humains et non-humains les principes individualistes qui sont caractéristiques de la philosophie politique européenne. Et donc ça ne fait qu'élargir le club, en quelque sorte, à des non-humains qui simplement, à la différence des humains, ne parlent pas et ont besoin de représentants. Je trouve que... Et alors, dernier aspect, c'est les droits de la nature d'une manière un peu abstraite. Dans la Constitution de l'Équateur de 2008, ces droits de la nature ont été introduits, mais la nature reste une abstraction. Alors, il y a eu quelques cas dans lesquels on s'est servi de cette disposition constitutionnelle pour des groupes d'intérêt qui se sont opposés à des destructions de certains aspects de l'environnement, mais ça a eu relativement peu d'effet, et le gouvernement qui a mis en place cette nouvelle constitution, le gouvernement de Correa, a en fait vendu une grande partie de l'Amazonie équatorienne à des multinationales, notamment des multinationales chinoises. Donc on voit que ça a eu relativement peu d'effet. Ce qui, en revanche, est intéressant dans la personnalité juridique conférée à des milieux de vie, ça n'est pas encore le cas, mais ça pourrait l'être, c'est-à-dire que si on imagine que ces milieux de vie sont propriétaires d'eux-mêmes, à ce moment-là, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des conflits d'appropriation entre les milieux de vie et les humains qui pourraient viser à les détruire. Pas simplement les humains qui sont là, qui les occupent et qui sont d'une certaine façon responsables et gardiens d'eux, mais ceux qui pourraient les exercer vis-à-vis d'eux des prédations. Or, cela est intéressant parce que ça inverserait un mouvement constant d'appropriation qui va depuis les humains vers les non-humains, mouvement constant de privatisation des biens communs, qui a commencé avec le mouvement des enclosures au Royaume-Uni, c'est-à-dire avec la privatisation, en somme, de biens communs qui sont d'abord des pâtures, des forêts, des ressources en eau, etc. Et ce mouvement de mercantilisation n'a pas cessé au cours des derniers siècles, il ne fait qu'empirer d'ailleurs. Et le fait de conférer à un milieu de vie la propriété de lui-même permettrait en fait d'avoir à trancher entre les humains qui veulent s'approprier sa personne, si je puis dire, même si c'est une personnalité juridique, et lui-même ont à voix au chapitre. Donc ça me paraît quelque chose d'intéressant, et c'est aussi intéressant parce que c'est très souvent l'effet de manifestations, de revendications des populations qui occupent ces milieux de vie, qui sont souvent des populations autochtones. C'est le cas pour la Wanganui, c'est des Maoris, c'est le cas pour la Magpie, ce sont des Inuits, c'est le cas pour la Trato, ce sont à la fois des populations amérindiennes et des populations afro-colombiennes, etc. Donc ce sont ces mouvements, en quelque sorte, qui aboutissent à transformer des milieux de vie, à conférer à des milieux de vie une personnalité juridique, sont le produit de lutte. Et en ce sens, c'est pas un droit qu'on accorde. Alors bien sûr, ils sont entérinés dans le cas de la Wanganui par le Parlement néo-zélandais, dans le cas de la Trato en Colombie par la Cour suprême colombienne, etc. Mais c'est néanmoins le résultat d'un mouvement délibéré pour obtenir des droits nouveaux.
et pas quelque chose qu'on va concéder par un geste de concession un peu condescendant, justement. Là, on était en train de parler du droit des animaux et je fais un petit retour en arrière. Par exemple, au XIVe siècle, certains animaux avaient une personnalité juridique. On pouvait faire le procès des animaux. Et en particulier, on racontait une anecdote sur une truie qui avait dévoré un nouveau-né. Et elle est passée en procès. Ça s'est mal terminé parce qu'elle n'a pas été capable de présenter des arguments valables. Et donc, elle a été pendue. Et on voit des représentations de l'époque où on voit la truie habillée avec un chapeau, des vêtements d'homme. Ça a duré un certain temps. Alors, il y avait l'idée peut-être que la truie était possédée par le démon. Il y avait une histoire comme ça. Il y a eu des procès. Il y a aussi des ânes qui ont été pendus. C'était quand même pas. Mais il y avait des procès où il y avait une jurisprudence. On reconnaissait. Il n'y avait pas cette séparation entre les humains et les non-humains sur le plan de la loi. Et il y a autre chose que je trouvais très intéressant, mais ça c'est encore un peu l'historienne qui réfléchit, parce que je me suis dit, par exemple, vous parlez des jardins des Achoirs, il y avait 50 espèces dans les jardins des Achoirs, et quand on regarde l'histoire de l'Afrique et l'histoire du colonialisme, la plupart des territoires, grand nombre de territoires africains ne souffraient pas de famine avant la colonisation, parce qu'il y avait, on pratiquait ce qu'on appelait les cultures vivrières, et il y avait des cultures très diversifiées. Et quand le colonialisme s'est installé, il a mis en place des cultures, de la monoculture, en particulier autour du coton, du café, des choses comme ça, et des cultures comme ça. Et quand les cultures les prix sur le marché descendaient, ou que la récolte était mauvaise, il n'y avait aucune autre ressource. Et donc, comme ça, on a appauvri les sols, et on s'est retrouvé, si vous voulez, comme dirait ma grand-mère, tous les œufs étaient dans le même panier. Ça veut dire, bon, on cultivait que... Et donc, ce que je trouve de formidable, c'est cette idée de diversité. Et puis une autre, je voulais dire quand même, ce qui est formidable, c'est que vous nous dites, Philippe Descola, c'est qu'on peut changer. Il peut y avoir des bifurcations, on va pouvoir les prendre. Alors je vous laisse la parole pour ces petits mots de conclusion. Je voudrais revenir sur la question des procès des animaux, qui est une chose très intéressante, qu'on a considérée avec un peu de condescendance, et un des grands philosophes du naturalisme, qui est Luc Ferry, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, écrit un livre où il se hausse des procès des animaux, mais ces procès des animaux sont très intéressants précisément parce qu'il montre que dans cette période qui était encore analogique, les animaux faisaient partie de la communauté, du collectif, et les procès que vous évoquez, pour ce qui sont les plus communs, hein, les truies qui mangent, enfin en tout cas les cochons qui mangent des nouveau-nés, ou qui les blessent mortellement, sont les cas les plus communs. Mais non seulement on leur faisait un procès, mais ils avaient il ou elle avait des avocats, qui développaient des arguments. Alors en général ça se passait mal, effectivement, et lorsque l'exécution publique de l'animal, du cochon en général, devait être faite non seulement par le public humain, mais par le public de leurs congénères. C'est-à-dire que les propriétaires de cochons devaient venir avec les cochons pour qu'il y ait un élément didactique, au fond, dans la condamnation. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça, c'était devant les tribunaux réguliers, mais il y avait les tribunaux ecclésiastiques qui jugeaient d'une autre forme de dommages causés par les animaux, qui étaient les animaux ravageurs,
les insectes, les dorifores, les invasions de rats, de souris, etc. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? Comme c'était des tribunaux ecclésiastiques, on les excommuniait. Qu'est-ce que ça veut dire l'excommunication? Ça veut dire qu'ils faisaient partie du collectif chrétien auparavant, qu'il fallait les en sortir pour les punir. Et donc ça suppose une conception de la place des animaux, en tout cas des animaux, soit dans le premier cas domestique, dans le deuxième cas non domestique, sauvage, qui est tout à fait différente de celle qui est la nôtre maintenant, et qui, au fond, accueille dans un vaste collectif où il y a des humains, des animaux, des plantes, des anges, des démons, etc., organisés en général de façon hiérarchique, parce que les collectifs analogistes sont toujours organisés de façon hiérarchique, mais qui, néanmoins, prenaient place au sein de la cité de Dieu, au fond. Bien sûr, voilà, c'est ça. Alors, que faire? C'est bifurquer, c'est-à-dire ne jamais prendre les choses pour acquises, ne pas se contenter de la situation présente, mais de cesser de mettre en cause, au fond, moi, je trouve, on discute beaucoup de savoir si les nouvelles façons d'agir des mouvements écologistes radicaux comme Extinction, Rébellion, etc. sont légitimes. Moi, je pense que, étant donné la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons, ils sont tout à fait légitimes, bien sûr. Envoyer de la soupe à la tomate sur un tableau qui est protégé par une vitre, c'est pas une abomination, parce que le tableau, quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir pour ce tableau, il survivra, alors que nous ne survivrons peut-être pas. En fait, le fait que nous disparaissions, ça sera plutôt une bonne chose pour la planète, que nous, en tant qu'espèce. Ce qui serait dramatique, c'est que la vie disparaisse, parce que la vie, c'est comme quelque chose qui, jusqu'à preuve du contraire, est comme tout à fait caractéristique de notre planète, et une merveilleuse efflorescence, comme ça, à la surface du monde. Et si nous nous débrouillions, nous comme espèce, pour faire disparaître la vie, je pense qu'on aurait vraiment raté notre coup. Bien, merci beaucoup.